C'est-à-dire que très souvent dans les entreprises, il n'y a pas énormément de gens qui veulent avoir cette fonction. Donc, C'est meilleur, mais là on est pas mal. Alors après, il y a des techniques maintenant qui sont passées. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bœuf bourguignon spécial. Pourquoi spécial? Car il est politique. Nous allons recevoir un homme politique qui nous vient du Gabon, politique et aussi religieux, qui nous vient du Gabon, quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui ces 20 dernières années, que vous n'avez pour certains pas revu depuis longtemps. Il va se dévoiler à vous aujourd'hui sous un autre angle. Vous allez attendre la politique, mais il va vous parler de culture, de tradition, et d'accord, on ne peut pas faire sans politique. La politique interviendra à un certain moment. Lui, c'est le père Paul Mba Abessol qui nous vient du Gabon. Bonjour mon père. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Très très bien. Je suis content de faire votre connaissance parce que j'ai entendu parler de vous. Ah bon, comment ça? Mais par des gens avec lesquels vous avez été en contact, en relation, peut-être des gens qui vous sont redevables de bien des choses. Ah bon, je ne savais pas qu'au Gabon, des gens se reconnaissaient redevables de quelque chose vis-à-vis de moi, mais bon, je l'apprends aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Paris, mon père? Je suis venu faire simplement un bilan de santé. Un bilan de santé? Oui. C'est inquiétant. Pourquoi? Car dans votre pays, il y a de grands hôpitaux, il y a le CHU d'Agondjé, il y a l'hôpital général, il y a l'hôpital militaire, et il y a Bongolo. Oui, Bongolo, oui. Non, mais vous savez, dans ce milieu-là, j'ai quand même des amis qui m'ont plutôt conseillé de venir faire mon bilan ici en France. Alors j'ai suivi sagement leurs conseils. Ah, un sage qui suit les conseils des sages, c'est formidable ça. C'est cette sagesse qui vous a amené à parcourir les 9 provinces du Gabon, et c'est la raison pour laquelle je suis venu à vous. Pourquoi avez-vous parcouru votre pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre à je ne sais où? En tant qu'humaniste d'abord, j'ai toujours eu l'ambition de connaître le Gabon dans sa diversité, et également de connaître le monde. Et toutes mes études ont été orientées dans cet esprit. Je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un fasse la politique au Gabon sans être auparavant entré en contact direct avec les unités culturelles. Les unités culturelles. Oui, parce que ces unités culturelles-là, c'est ça l'avenir du Gabon. L'avenir du Gabon passe aussi par une belle dame qui est assise juste à côté de moi. C'est elle qui a fait le pont entre le père Mba Abessol et moi. J'ai vu Kumba, bonjour. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va, merci. Ne sois pas timide. Comment ne pas être timide devant un grand baobab africain et particulièrement gabonais? Il y a les autres et il y a le père Paul Mba Abessol. J'ai vu Kumba, c'est la femme qui à elle toute seule représente toute une ville au Cameroun, la ville de Kumba, voyez-vous quoi. Donc vous, Camerounais de Kumba, vous reconnaîtrez en elle. Vous aussi, vous avez fait le tour du Gabon, du Cameroun, pour jusque dans cette ville qui porte votre nom. Oui, le tour du Gabon, peut-être pas, mais j'ai fait le tour du Gabon à travers Paul Mba, parce que dès que j'ai eu l'occasion, que ce soit à Paris ou au Gabon, j'ai cet honneur de me rapprocher et de venir écouter les précieux conseils et surtout l'histoire du Gabon et des 9 provinces. C'est-à-dire que quand je suis avec Paul, je me permets de l'appeler ainsi, tout un après-midi, je peux vous dire que je fais le tour du Gabon. Voilà, c'est dans ce sens-là que moi je fais le tour du Gabon à travers son expérience à lui et ses directives. J'ai appris par exemple que dans le Haut-Togo,
J'ai Le Haut-Ogooué. le Haut-Ogooué. Encore. Et, j'ai beaucoup de connaissances sur la ville à Kieni. Alors, Kieni. vous voyez, donc il y a des trésors qui se cachent au Gabon comme ça, et à travers Polmba, et effectivement, j'ai fait le tour du Gabon. Bien. Mon père. Alors, attendez, si vous permettez, vous avez parlé d'une Tout à fait, oui. Je voudrais que, justement, les Gabonais et les Africains comprennent l'importance d'une femme dans une société. Au point de vue déjà intellectuel de la connaissance des choses. Je vous dis ceci, une femme, lorsqu'elle est enceinte, Oui. elle passe 9 mois à réfléchir pour 2 en même temps. Il faut le faire. Et quand elle a fait ça 2, 3 fois, 4 fois, alors l'intelligence est encore supérieure. Malheureusement, nous ne savons pas encore profiter de cette intelligence de la femme, de la connaissance qu'ont les femmes de l'être humain. Alors mon père, vous allez énerver quelques personnes qui dans mon pays, la France, pensent que l'intelligence masculine est supérieure à celle de la femme. Non, je dirais simplement, ceux qui pensent comme ça, permettez-moi l'expression, ce sont des primitifs. Je suis, rien que le fait que je suis chrétien, puisque ces gens-là se disent chrétiens, à partir du moment où, dans notre texte sacré, on dit Dieu a créé l'homme, il le créa homme et femme. L'intelligence est la même, c'est le même être. Certains sont si chrétiens qu'ils payent leurs épouses à ne rien faire. Ils veulent être président de la République. Bon, on va revenir au Gabon. On va revenir au Gabon. De quelle province gabonaise êtes-vous originaire? Je suis originaire de l'Estuaire. L'Estuaire, c'est l'endroit où il y a Libreville, Libreville, dans la capitale du Gabon. J'ai fait un voyage passant par un toum, là. Je suis arrivé à un coin qu'on appelait Medouneux. On m'a dit que c'était votre village. Oui, non, alors. Mon village se situe à 74 km de Libreville, sur la route de Medouneux. De Medouneux, effectivement. Alors, votre erreur n'est pas tout à fait erreur, parce que ma mère était originaire de Medouneux. Medouneux, d'accord. Qui d'ailleurs, à cette époque-là, appartenait encore à l'Estuaire. C'est ce qui a fait qu'au début, les parents de ma mère n'ont pas voulu que mon père épouse ma mère, parce qu'ils se disaient, notre fille va aller loin là-bas à Kango. Loin là-bas? Oui, à Kango. À combien de kilomètres? Oh, c'est quand même 400 km à peu près. Ah, d'accord. Oui. Alors, maman a dit, j'ai décidé. Ben, elle a bien fait, vu ce qu'elle a produit. Et les parents de mon père, pareil, disaient, non, cette fille, elle a déjà un certain âge, bon, parce qu'à cette époque, il fallait prendre des filles de 25 ans maximum. Non, elle avait déjà une trentaine d'années, ils ont dit non. Et puis papa a dit, c'est moi qui épouse la femme. C'est ma femme. C'est ma femme. Je suis sorti donc de cet acte de liberté. Et d'amour. Et d'amour. Quand on me fait croire aujourd'hui que les femmes ne pouvaient pas épouser qui ils voulaient, c'était comme dans les années 30, ça. Donc, papa et maman ont choisi. Donc, je suis donc un produit de la liberté de choix et d'expression. Ah, est-ce que c'est cette liberté de choix et d'expression qui fait qu'aujourd'hui vous avez épousé des chemins qui au départ s'opposaient, mais qui ont fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui? L'homme d'église est devenu l'homme politique. Comment est-ce que cela est arrivé? Je ne vois pas trop l'opposition. Il y a des habitudes qui ont été prises. On disait voilà, c'est l'église, c'est la politique, le profane. Politesse, puisque nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre. Politesse veut dire citoyen, en grec. Alors, quelqu'un qui s'occupe des choses de la société, s'il est prêtre, il faut bien qu'il s'occupe des choses de la société, qu'il dise ce qu'il entend par société, par la vie en communauté. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas quelqu'un plus habilité à enseigner la vie en communauté qu'un prêtre. Bon, je suis arrivé en politique un peu tout à fait accidentellement en 81, lorsqu'on avait arrêté 300 personnes après une manifestation simplement pour réclamer de démocratiser le pays, de pouvoir parler. 1981.
1980. Vous étiez très en avance, vous, au Gabon. Hein? Oui, enfin, bon. Moi j'étais à Paris à cette époque-là. Alors on a arrêté 300 personnes et personne n'a levé le petit doigt pour dire ce n'est pas possible qu'on arrête les gens, qu'on les condamne à 20 ans de prison parce qu'ils voulaient simplement la liberté. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. Que l'homme des libertés qui vit en vous depuis votre naissance s'est réveillé. Il s'est réveillé, vous avez compris. Très bien. Dites-moi, 9 provinces au Gabon, pourriez-vous me donner les particularités de chaque province que vous avez visitée? Bien. Commençons par le G1 ou le G9, ce que vous choisissez. Le G1, c'est la province qui a recueilli les gens qui sont venus. C'est l'estuaire, hein? L'estuaire, oui. La zone où il y a Libreville. Libreville. L'estuaire aussi, c'est là où sont arrivés au siècle dernier, enfin au 19e siècle, les nids dont j'ai fait partie. Les Nifang. Les Nifang sont arrivés. Il y a d'ailleurs une petite guéguerre. Hein? Les Pongouais se disent autochtones, les Fang se disent autochtones. Non, il n'y a pas de guerre. Nous reconnaissons que les Pongouais sont les autochtones. D'accord. Autochtones, attention, ce n'est pas exactement les Pongouais. Ah. C'est, vous voyez, quand on a fondé Libreville en 1849, ce sont des esclaves qui ont été libérés, qui venaient du Bénin, du Sénégal et d'ailleurs, qu'on a installé à Libreville. Ah, Libreville, like Freetown, in Liberia. Exactement. Ah, ici. Donc c'est vraiment la première ville où on a exprimé la liberté comme souci international, la libération des esclaves. Mais nous sommes arrivés à Libreville bien après l'installation de ces Pongouais qui étaient mélangés avec des esclaves, avec des autochtones qui étaient, dit-on, il y avait là-dedans des Mitsogo, il y avait d'autres, des Sekiani. Ce sont plus exactement les Sekiani qui sont des autochtones de Libreville, mais qui restent très très minoritaires maintenant. Et j'ai toujours travaillé, quand j'étais maire de Libreville, pour qu'ils affirment davantage leur personnalité. Affirmer sa personnalité ne veut pas dire rejeter les autres, ça veut dire donner au Gabon un autre aspect de sa richesse. C'est pour cela que j'ai institué quelques années après la fête des cultures. Donc l'estuaire, c'est le point de rencontre de la diversité. Parce que chacun était chez soi. Ceux qui étaient dans le nord, c'était les Fang. Ceux qui étaient dans le sud, c'était les Bapounou, les Nzévi, les Guissir, enfin, etc. Le Libreville a fait le mélange. Le mélange. Oui, c'est qu'on a appris à se connaître dans la différence. D'accord. Et ensuite, le G2. Le G2, c'est le Haut-Ogooué, c'est la province de l'ex-président défunt. Du président actuel. Oui, de l'actuel. Le Haut-Ogooué est caractérisé par c'est la région où il y a Franceville, hein? Franceville. Franceville, oui. Alors, Franceville, c'est... Bon, ceux qui étaient plus connus, c'était les Batéké, qui avaient un roi, le roi Téké, dont le pouvoir s'étendait jusqu'à Brazzaville. Et Brazzaville, c'était un village Téké traditionnel. Ah, d'accord. Oui. Alors, je suis allé... Brazzaville, c'est au Congo, pays voisin du Gabon désormais. Hein? Oui. Donc, alors là, il n'y a pas de frontière culturelle, il n'y a que de frontière physique. Donc, les Batéké sont une autre ethnie dont la sagesse et l'ironie. Je veux dire, quand un Téké prend une décision, il est chef, et j'ai constaté ça chez le président Bongo, il vous pose une question. Telle chose, qu'est-ce que tu penses? Il posait à chacun, mettons conseil des ministres, chacun donnait son point de vue. Et il disait, c'est le point de vue d'un tel. Qu'est-ce qu'il avait derrière la tête? En réalité, c'est pour dire, c'est quelqu'un qui a sorti cette décision-là. Nous étions tous ensemble. C'est toujours ce reste dans la recherche du consensus qui est resté en lui. C'est ce que j'appelle la technique de l'ironie Téké. C'est-à-dire, il y a un problème qui se pose. Je vous pose une question. Si je suis chef, je décide sans que vous sachiez que c'est moi qui ai décidé. C'est vous qui avez décidé avec moi. Et vous ne pouvez pas vous dérober devant la décision qui a été prise. J'ai vu, est-ce que vous saviez que
le feu président Omar Bongo était à ce point-là un sage. Je l'apprends aujourd'hui. Oui. Oui, en effet. Ah bon, comment ça? Mais le feu président Omar Bongo est reconnu à travers l'Afrique même, comme sage, comme tel. Donc ce n'est pas une particularité gabonaise, elle est africaine. Et plus technique. Et puis, bon, il a cette caractéristique-ci, c'est que lui, il a su se mettre à l'école du Gabon. C'est-à-dire discuter avec tous les notables de toutes les ethnies. Il a reçu des conseils, il a reçu des proverbes. Et c'est par cela qu'il s'était levé un peu, si vous voulez, au-dessus de l'Afrique. Il parlait, non pas en gabonais, mais en sage de l'Afrique. C'est curieux, l'opposant historique d'Omar Bongo parle de lui aujourd'hui avec une certaine ferveur, une admiration, je dirais. Non, admiration, non, moi je reconnais, je suis un humaniste et je reconnais la démarche qu'il a faite parce qu'il était en contact avec Léon Ba, qui lui avait une autre expérience. C'est de dire, il a su se mettre à l'école. C'est ce qui fait la valeur d'un homme. Au début, on s'est percuté au début. Alors on se lançait. Et puis jusqu'au moment où il a compris que, moi aussi, il a compris que je pouvais lui apporter quelque chose, même au niveau politique, où il était plus expérimenté que moi. Et j'ai compris qu'il pouvait aussi m'apporter des choses, même au point de vue religieux, moi qui étais professionnel du religieux. Alors donc, quand je parle de lui, ce n'est pas forcément comme un admirateur servile, mais je parle de chaque Gabonais à partir de la culture gabonaise. Si il avait assimilé la culture gabonaise, c'est pour cela que je l'ai apprécié. S'il n'avait pas accepté la culture gabonaise, bien, le divorce serait resté jusqu'au bout. Parce que pour moi, le Gabon, c'est quelque chose d'unique. S'il était encore en vie aujourd'hui, auriez-vous accepté qu'il soit toujours au pouvoir, Omar Bongo? Je suis sûr que s'il était encore en vie aujourd'hui, il ne serait plus au pouvoir. Parce que nous en avions parlé en long et en large. Mais ceux qui sont arrivés ont tout faussé. C'est pour cela que ça ne marche pas. Ah, ceux qui sont arrivés, vous voulez dire qu'Ali Bongo? Ali Bongo, ce n'est pas ceux. Mais c'est celui qui dirige ceux qui sont arrivés. Il dirige avec ce qu'on lui dit aussi. Bon, enfin, je ne vais pas... Très bien. Ça. On va repartir sur la connaissance du Gabon. Alors là, nous sommes encore dans nos... Nous sommes dans le G de l'Haut-Togo. Oui, alors nous avons là aussi les Obamba, oui, dont la culture est assez proche des femmes. Même l'intonation vocale, on apprend facilement. Et quand un fan apprend le bamba, mais vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment un farfouin ou bamba natif. Donc, ils ont une culture religieuse qui est particulière. Il y a un village là-bas qu'on appelle Ontala, où il y a une grotte. C'est la grotte de la religion. Ça se trouve à Okonja. Donc, c'est un point très, très, très important dans le Haut-Togo. Et ceux qui sont les vrais initiés au Njobi doivent savoir où se place Ontala. Le Njobi, c'est un rite traditionnel gabonais et qui est donc pratiqué dans le Haut-Togo. Pourquoi on comprenne très bien. Et chez vous, les Échira, c'est quoi? Mais moi, je suis à cheval entre le Goué maritime et l'Angounier. Donc, de par ma mère et ma grand-mère maternelle, nous venons de l'Angounier. Et par mon grand-père paternel, enfin maternel de ma mère, Mayagi, il venait d'un village qu'on appelait, il avait un village qu'on appelait, il venait de Lambaréné Kili. Voilà. Donc je suis à cheval entre l'Angounier et le Goué maritime. Et je suis Guissir. Voilà, Guissir. C'est une ethnie. Oui. Paul Bailly l'expliquera mieux que moi. Je suis Guissir Gingos. Parce que dans les Guissir, ça se décompose. Il y a les Guissir, Rifourma, donc de Fougamon, et Guissir Gingos. Mais moi, je suis Guissir Gingos et du clan Boudiegi. C'est important. Alors, vous voyez? Donc là, on rentre dans le Gabon profond. Là, on rentre dans le Gabon profond, dans la tradition, dans vraiment les ancêtres, les clans et la spiritualité. Le père il expliquera mieux que moi.
Mais nous sommes dans le Gabon profond, là. Et il y a combien de langues au Gabon parlées là? Il y a combien environ? En réalité, si c'est de langue parlée, là je parle en tant que linguiste. J'ai travaillé un peu sur toutes les langues du Gabon. Si vous voulez trouver un ensemble, en réalité, il y a 6 groupes linguistiques. 6 groupes linguistiques. Mais on dit, il y a 40 lignes, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Si vous parlez le Chira, le Pounou, le Nzebi, le Massango, le Vili, le Lungu, c'est la même langue. Et d'autres. Ils se comprennent? Qui se comprennent, oui. D'accord. À partir du moment où 2 langues ont 30% d'intercompréhension, c'est la même langue. Donc 6 groupes linguistiques. C'est groupes linguistiques. Alors, donc les Haoussa sont arrivés après, qui s'ajoutent. Non, il y en avait 5. ils sont venus d'où les Haoussa? Ils sont venus du Cameroun. bien sûr. La famille Baba Toukou. Et ils sont installés où? À Bitam. C'est dans le nord. Dans le nord. Et à Libreville aussi. Quoi. D'accord. Alors, toujours dans le Haut-Togo, on va refermer le Haut-Togo là-dessus. Oui. Il y a une langue que j'apprécie beaucoup. Je ne vais pas vous dire le pourquoi aujourd'hui. Elle était très jolie. L'Mbangwe. L'Mbangwe, alors oui. L'Mbangwe, la question se pose sinon pas des choses communes avec les Fans. L'Mbangwe, parce que quand vous les entendez parler, c'est des mots Fans aussi. Alors moi, je dis en tant que linguiste, en réalité, c'est la même langue que le Fang, qui a subi des modifications au contact des autres. D'accord. Ce sont des gens assez raffinés. Je vous le concède. Alors, le G3 maintenant. Le G3, c'est l'Ambaréné. L'Ambaréné, c'est les Gallois, les Fangs et les Guissirs. Encore les Guissirs. On dit une chose. Oui, effectivement. On dit une chose qui ne plaît pas aux miennes de l'Ambaréné. Parce qu'en réalité, ce sont les Guissirs qui se sont miennisés. Oui. Ils sont à l'Ambaréné. En effet. Et c'est vrai. Et c'est vrai, ben, eux, ils ne veulent pas qu'on leur dise ça. Enfin, nous disons, nous parlons de la réalité linguistique. Au bord de ce fleuve, l'Ogoï, là où il y a le pont Pascal, ou quoi là, c'est un prénom, c'est un pont Patrick, je ne sais plus, à Lambaréné, oui. Il y a un buste d'un grand roi, le pont Isaac. Il y a un grand buste d'un roi. Oui. Pouvez-vous nous parler de ce roi-là? D'un chef. Alors, je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas lu bien sur lui. Mais c'est pour dire que dans le Moyen-Ogooué, il y avait une très forte résistance à la pénétration coloniale. C'est ce qu'il m'a été dit. Il y en avait à Lambaréné et Anjolé. Anjolé et Manitol, là c'était le grand résistant. Donc c'était les régions du fleuve, c'est vraiment la résistance. Parce qu'ils avaient l'eau, bon, ils pouvaient facilement jouer du tour aux colons. On va en profiter pour saluer Janvier Nguema qui nous avait permis avec le festival FRO de visiter Lambaréné et d'y séjourner une semaine. Voilà comment je connais Lambaréné depuis décembre 2015. Donc bonjour à Janvier Nguema, je sais parce qu'il est devenu après le ministère. S'il nous suit, grand bonjour. Alors, il faut signaler Lambaréné aussi le grand hôpital Schweitzer. L'hôpital Schweitzer, j'y ai été, j'ai visité le musée Schweitzer, oui. J'ai retrouvé même ses lunettes, oui. ses chaussures, tout est là. Oui. Les intellectuels gabonais reprochent un peu au docteur Schweitzer de n'avoir pas travaillé pour moderniser l'hôpital. Parce que beaucoup de gens venaient d'Amérique, d'Europe pour lui proposer une modernisation, mais il a voulu garder cet aspect un peu local de son hôpital. Des intellectuels gabonais lui reprochent. Il se dit qu'il a arraché les dents avec les tenailles. Oui, là, ça, ils exagèrent, enfin. Nous aussi, on a arraché les dents. Alors, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'était pas encore très, très évolué, parce que dans la tradition gabonaise, on vous arrache les dents avec une herbe. Une herbe? Vous mettez l'herbe dans la dent, et puis la dent tombe toute seule. Waouh! Mais bon, on ne veut pas étudier ça. C'est mystique, ça? Non, pas du tout. Une herbe? C'est une herbe.
Une fois, là, on met autour d'un... Puis, tchac, elle tombe toute seule. Que je ne connais pas le nom. J'ai rencontré le professeur Gassita, j'espère qu'il est encore en vie. Oui. Et le plus grand regret du professeur Gassita, c'est que la jeunesse ne va pas vers lui pour s'imprégner de ce qu'il connaît des herbes. Donc la jeunesse gabonaise, si vous êtes à l'écoute de cette émission, allez vers le professeur Gassita, il a beaucoup de choses à vous apprendre. Et l'âge passe, il doit avoir 82 ou 83 ans. Oh, il a quand même un certain âge. Il a un certain âge. Allez prendre de ce qu'il a avant qu'il ne parte. Voilà. Je dis par rapport à ça, je dis, c'est vrai, les jeunes, un jeune ne peut pas comprendre ça. Cette nécessité de recevoir des anciens. Cela doit partir d'un système de pensée général. Il faut que le pouvoir sache qu'il a entre ses mains toutes ces richesses-là. Que tous ceux qui ont une connaissance doivent la transmettre. Et c'est l'État qui doit préparer le cadre. Que ce soit l'université, que ce soit des instituts, que ce soit des écoles. C'est le pouvoir qui doit d'abord assumer toutes ces richesses culturelles que nous avons. Ben, le pouvoir est là. Hein. Faut Oui, le dire, hein. Moi je peux rien. Hein. Oui, le pouvoir, mais justement, je croyais avoir un petit pouvoir lorsque j'ai créé un cadre pour justement obliger les Gabonais à se rencontrer et à communier. Mais ce cadre-là, une fois que je suis parti de la mairie de Libreville, il a été détruit, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus un cadre où les Gabonais dans leur diversité puissent se rencontrer. Vous savez, je vais vous dire une chose, même à l'intérieur de chaque communauté culturelle, il n'y avait même pas cet échange. Je prends un fait. La première fête des cultures, j'avais demandé de m'envoyer toutes les danses possibles et imaginables. Il y a une dame, une vieille qui a dit « Ah, Baba se l'a appelé, a dit il faut que les gens aillent, faut que j'aille présenter ma danse. » Elle est venue, elle a dansé toute seule. J'étais là à côté d'elle. C'était une zébi. Je suis venu voir. Il y avait tout autour de moi des zébis. « Ah, celle-là vient danser, elle nous fait honte, c'est pas possible. » Oh, ça. Comme ça. Alors j'ai écouté ça, et puis à la fin, je leur ai dit, écoutez, l'année prochaine, c'est vous qui allez venir présenter cette danse-là à la prochaine fête des cultures. Ben, l'année suivante, c'est ces jeunes-là. Je ne les avais pas reconnus. Ils ont dit, ah, monsieur le maire, vous savez, l'année dernière, lorsque vous êtes venu nous blâmer, parce qu'on se moquait de notre grand-mère, nous sommes venus. Pourtant, ça danse bien les Nzebi. J'ai même appris les pas les danses de Nzebi. Je peux vous les faire là. Oui, d'accord, mais il y a beaucoup d'autres. Donc alors, ça a été retenu comme ça. Le problème du pouvoir, c'est déjà que le pouvoir n'est pas honte de ce qu'il est, le pouvoir gabonais. Nous avons nos cultures. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que ces gens-là ont honte de ce qu'ils sont. C'est pour ça que lorsqu'ils vont à l'étranger, ils ne prennent pas des choses qui sont bonnes chez les autres pour les mettre chez soi. Vous imaginez, les premiers sièges publics à Libreville, c'est moi qui les ai installés. Ah bon? Je vous dois dans les sièges sur lesquels je m'assois au bord de la mer, là, exactement, en bleu. Là. Exactement. Les panneaux publicitaires, c'est moi qui les ai introduits. Mais j'ai posé la question, pourtant, avant moi, ces gens qui étaient maires avaient été en Europe, en Amérique, en Asie. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas trouvé des choses aussi simples? À cette époque, à Libreville, quand je suis arrivé à la tête de la mairie, on voyait des petites pancartes et qui avaient compte plaqué, coiffeur, machin, venez vous faire soigner, venez ces sujets. Mais enfin, écoutez, on n'est plus du 7e siècle. C'est comme ça que j'ai fait tomber tous ces pancartes-là pour mettre... En vous écoutant, on a envie de vous dire, vous auriez dû y rester. Ah, j'en sais rien. Je n'aurais pas dû y rester puisqu'on m'a demandé de partir. Bon, on va pas entrer dans les méandres de la politique. Oui. Donc nous avons parlé du G3. La particularité du G3, ce sont ces gros poissons noirs là qu'on pêche là. La carpe. Oui, le poisson. C'est gros là, vraiment c'est gros. J'en ai mangé, c'était bon. Hein? Toutes sortes de poissons, oui, le poisson.
Il ne faut pas oublier, il y a les filles qui sont là. Je déclare que je n'ai rien entendu. J'ai été sage à Lambaréné. Non, alors, là, non, on y reviendra après, parce que dans toutes ces provinces-là, la caractéristique de la beauté féminine et masculine, c'est quelque chose. Oui, ça se voit, hein? Ouais. C'est à ma gauche, là. Alors, donc, Lambaréné, c'est les piroguiers, les navigateurs, les connaisseurs de l'eau. Là, c'est vraiment spécial. Ben, on m'a dit qu'il fallait rendre hommage au dieu de Lambaréné. Je ne devais pas passer sur le pont Isaac, faire des images sans parler aux ancêtres et sans leur faire une offrande. Donc j'ai sorti une pièce de 100 francs de ma poche, j'ai parlé au génie et j'ai mis dans de l'eau et j'ai pu filmer. On m'a dit je n'aurais pas fait cela, je n'aurais pas eu d'image. Bon, les images ont été bonnes. Vous avez bien Merci. fait. Et c'est d'ailleurs un principe que j'avais toujours. Quand j'arrivais dans un village, je crois avoir foulé le sol de tous les villages, je disais toujours, ancêtre de ce village, je suis venu, pas vous déclarer la guerre, mais la paix. Je vous demande de m'aider à bien parler de cette paix et que les gens la comprennent. Aidez-moi dans tous les villages où j'étais. Le temps nous est malheureusement court, sinon on passerait une semaine là, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, mais on ne lâchera pas. Le G4 maintenant. Le G4, C'est où? c'est Mouila. Mouila. Oui. C'est en allant vers Langouni en bas là. Oui, c'est En allant vers le la sud, capitale de la Gounie. Voilà, tout à fait, Mouila. Avant de passer Lambaréné. Alors, les points vraiment importants dans Le G4. le G4 de la Gounie, vous avez d'abord Sindara. C'est quoi le sida? Sindara, c'est le coin des Mitsomo, les pères du Bouti. Les pères du Bouti, avec la torche traditionnelle. C'est ça. Il y a des pygmées là-bas. Ah, d'accord. Donc là, Les Mitsogo, vous m'avez dit. oui, Hein? les Mitsomo. Et ensuite, vous partez de là, vous allez arriver à Fougamou. Fougamou, oui. Fougamou, c'est la ville du Gaston. Et je dirais que c'est de là que sont sortis les premiers révolutionnaires. Ah bon, comment ça? Des échurins, c'était des gens très contestataires, des nationalistes. D'accord. Parce que parmi les premiers enseignants que j'ai eu, il y avait beaucoup d'échurins. Et c'était un échurant qui m'a appris le solfège. Solfège. Traditionnel ou moderne? Non, solfège moderne, le remi fa sol la si do. D'accord. C'est lui qui m'a appris ça. Et puis, c'est des gens qui avaient pris conscience de ce que nous étions. Que nous étions, c'est vrai, on était amis des Blancs, mais que nous n'étions pas des Blancs. Et que nous devions travailler pour être nous-mêmes. Et c'est la meilleure façon, c'était la meilleure façon pour nous d'être respectés par les Blancs. Ce n'est pas en gueulant, ce n'est pas en faisant la guerre, mais d'abord par l'intelligence. Il y a eu un prêtre qui a été très très révolutionnaire là-bas, qui s'appelait l'abbé Charles, qui a été enterré au Petit Ocano, qui a fait monter, disons, les intelligences, et qui a donné aux jeunes la volonté de faire des études. Pour lui, la seule libération d'un être humain, c'est d'abord par son intelligence. Là, ça, c'était Fougamou qui est dans le jeu de G4. Oui, G4. Alors, vous allez à Mouila qu'on appelait Paris. Bon, pourquoi on l'appelait ton Paris? Parce qu'il y a Langounier. Mouila est baigné par Langounier. Je connais un autre coin, à Libreville, qu'on appelle Petit Paris, mais ça n'a de Petit Paris que le nom. Hein. Oui, Petit Paris, ça a été donné par... Bon. Et pour rester dans le même ordre d'idée, dans mon village, dans le Guématé, Mukuna. Mukuna, on appelle ça Monaco. Parce que c'est un petit village qui est perché. Oui. Non, c'est vrai. Ah, perché sur un rocher. Donc, c'est notre Monaco à nous, Mukuna. J'espère qu'il y a des casinos là-bas. Et qu'il y a beaucoup de Russes qui ont y investi. Hein? Bon, dans les grandes cultures, c'est Sogo, il y a les Zébi, il y a des Bapounou, il y a des Massango. Alors, Mouila, c'est la capitale. Et puis, vous avez ensuite Dendé, qui est un peu... qui a accueilli beaucoup de gens qui sont arrivés du Congo. Oui. Congo RDC. Oui.
Donc c'était un milieu assez métissé, mais esprit ouvert et également assez contestataire. On ne peut pas parler de Ndendé, de contestataire, sans évoquer quelqu'un qui s'appelait Pierre Mambundu. Hein? Il est originaire de là. Il était originaire de Ndendé, il a été maire de Ndendé aussi. Hein? Oui. Quand j'arrive dans vos pays il y a 20 ans, c'est le premier homme politique en dehors d'Omar Bongo que j'écoute, que je regarde à la télévision. Oui. Donc, paix à son âme, voilà, tout simplement. Pierre Mambundu. Et puis alors, il faut aller plus loin, on va à un coin qui devrait être pour moi une sorte de grenier du Gabon, c'est Mbigou. Mbigou, avec sa fameuse pierre, hein? La pierre de Mbigou qui est réputée dans le monde entier. Vous voyez, tout ce qui vient du Gabon, on vous parle de pierre, dans un grand cadre, vient de Mbigou. Oui. Je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. En fait, cette pierre-là, vous la trouvez un peu partout au Gabon, mais on l'a consacrée pour Mbigou. Donc Mbigou aussi, c'est une terre spéciale, fertile. Et là, on peut y cultiver le blé. Le blé? Oui. Et le fait-on? Non, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est ignorant, parce qu'on ne veut pas de... Mais tout récemment, je posais la question à quelqu'un que tu m'avais recommandé, le sénateur Jean-Marie Bockel. Je lui demandais ce qu'il connaissait, ce que c'est que le pacte colonial. Il semblait ne pas comprendre ce que c'est. Est-ce que le pacte colonial n'est pas passé par là? Pourquoi on ne cultive pas du blé dans cette zone? Non, alors, mais je dirais justement... Ce sont les colons qui ont développé Mbigou. C'est par eux qu'on a su qu'on pouvait planter la vigne, qu'on pouvait planter des pommiers, tout ça. C'est les colons qui ont fait connaître ça. Mais les Gabonais eux-mêmes ont tué la chose. Dites-le leur, dites aux Gabonais de Mbigou de cultiver du blé. Mais ils le savent, n'importe quel Gabonais le sait. Ceux qui ont travaillé à l'agriculture, les ingénieurs agronomes sont là. Ce sont les fonctionnaires les plus qualifiés, les mieux qualifiés du Gabon. Ils savent ce qu'on peut faire en Mbigou. Je n'ai même pas besoin de leur annoncer ça. Puisque j'étais ministre de l'Agriculture. Et ils m'ont expliqué pourquoi on devait faire de Mbigou quelque chose. Et j'étais dans cette lancée-là pour dire, voilà, Mbigou, dans le sud, mais dans le nord, ça devait être le grenier de notre pays. On aurait attiré beaucoup de Bamileke pour faire des plantations. Pourquoi de Bamileke? Parce qu'ils connaissent bien l'agriculture. Bon. Attention, hein, ça aurait demandé des cartes de séjour et des problèmes terribles. Donc, il n'y a qu'au Fouet Boigny qui l'avait bien compris. Hein. Bon, ben, salut aux Ivoiriens. Je n'ai aucun complexe. Moi, vous savez, les communautés africaines mélangées, ce n'est pas mon problème. Je dis ça, l'Afrique. L'homme est né en Afrique. Vous savez quel est mon plus grand regret en Afrique? J'ai parcouru l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, de l'Est. Je pars d'une capitale à une autre en voiture sans aucun problème, mais en Afrique centrale, c'est impossible. En Afrique centrale, les colons ont eu un peu l'esprit des autochtones. Chacun voulait garder ses richesses pour lui seul. Il ne fallait pas que les autres en bénéficient. Et ils n'ont pas compris qu'une richesse partagée est démultipliée. Alors, ils ont gardé cette mentalité-là. On dit, un Camerounais qui travaille pour aller au Gabon, ça fait un problème, et vice-versa. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et on parle de l'unité africaine, ils ne savent pas sur quoi ça repose. Qu'on commence par l'unité nationale avant d'aller à l'unité africaine. Et les reproches que je fais, entre autres, reproches fraternels, mais je suis quand même ferme. Les 4 derniers premiers ministres, pour moi, ce n'étaient pas les premiers ministres du Gabon. Chaque premier ministre allait chez lui, mais ne faisait pas le tour du Gabon pour connaître tous les Gabonais. Ah, d'accord. Alors à chacun. Bonjour, bonjour à Daniel, qui est un ami, Daniel Onondo, qui est un papa et un ami. À chacun, je disais. Mais il allait un peu plus loin, il allait jusque chez le Bamileke, vous savez pourquoi. Hein? Oui, bon, ça c'est autre chose. Alors je disais à chacun, vous n'êtes pas premier ministre de votre coin, de votre village. Il y en a qui sont devenus même premiers ministres de leur quartier. Oh Jésus-Marie-Joseph. Là, j'ai dit, ah là là, ils n'ont rien compris. Bien. Je ne peux pas me sentir dans cette prison-là, c'est pas possible. Que j'ai une responsabilité au Gabon. Mais ministre de l'Agriculture, quand j'étais ministre de l'Agriculture, la première chose que j'ai faite, c'est dire au président de la République, je fais un tour du Gabon pour me rendre compte de ce que les Gabonais produisent et de ce qu'ils peuvent produire. Et quand je me suis rendu compte de ça,
J'ai dit, Monsieur le Président, si aujourd'hui nous lançons l'agriculture, tous les Gabonais qui gagnent 150 000 francs à 829, ils vont retourner au village. Je vais mettre ça sur pied. Pourquoi cela ne s'était pas fait? Parce que je suis parti du ministère de l'Agriculture. Ben, le G5. Le G5, nous sommes là dans la Nyanga. La Nyanga, c'est... Bon, commençons par Chibanga, c'est la capitale, c'est les Bapounou. Les Bapounou. On va en profiter pour saluer un enfant de Chibanga qui vit en France depuis 42 ans, Kassam Foubou, qui vit en Poitou-Charentes, qui est l'un des meilleurs peintres que le Gabon ait jamais produit. J'ai fait un reportage sur lui il y a 6 ans par là, diffusé au moins 20 fois sur Gabon Télévision. Salut à toi, Kassa, et pense à rentrer dans ton pays qui a besoin de toi. Mais oui, le Kassa, il est là-bas depuis des années, le pauvre. S'il est rentré aujourd'hui, il ne saurait pas où aller. Mais si c'est Bab qui avait quelque chose à dire, je dis, monsieur, vous trouverez une maison chez vous. Il est là, dites-le lui, Kassam Foubou. Si j'avais quelque chose à dire, je dis, monsieur, avec ce que vous avez produit par votre savoir-faire, vous avez, je vous récompense. Je vous donne comme récompense une maison. Venez chez vous. Je sais, aussi simple que ça. On en a les moyens. Je lui transmettrai. Mais seulement, je n'ai rien à dire. Bon, Chibanga maintenant, sa plus grande richesse. C'est le marbre dans cette... Le marbre. Le marbre. Un peu comme en Italie, quoi. Oui. On n'a pas besoin d'aller en Italie importer du marbre pour construire à Libreville. Non. On l'a à Chibanga. Et le marbre de Chibanga n'est même pas exploité. Vous savez, il y a même un homme d'affaires qui allait chercher même du sable en France pour construire. Chibanga. Non, mais il y a quelque chose qui tourne par rond. Donc, Chibanga, là, il y a Moabi qui porte le nom d'un arbre. Alors, c'est un arbre historique qui, quand ils sont arrivés là, les premiers, ils sont placés à côté de cet arbre-là, qui produit des fruits qu'on peut manger, et avec lesquels on peut faire même de l'huile. Donc, ça devait être certainement une industrie en ce temps-là pour les femmes. Alors, culturellement, ces gens, lorsque ce fameux arbre est tombé, je leur ai dit, vous devez replanter un autre pour honorer vos ancêtres. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'entend ce que je dis. Donc, l'arbre Moabi n'existe plus. L'arbre Moabi n'existe plus. Personne n'a J'ai dit, c'est un nom vide maintenant. Oh là là, quelle affaire. Alors, vous allez maintenant à Mayumba. Mayumba qui est toujours dans le G5, hein? Le G5. Oui, Mayumba, sont les Vili qui sont là-bas. Les Vili. Les Vili, oui. Nous sommes chez les mairies. Tout ça, ça fait partie oui, du je pratique même pas la même langue. Voilà, ceux qui disent mairie, Gissir, Bapounou, Lumbu, Vili, nous sommes dans le je vais en profiter pour saluer Angéline Goma qui est de ce coin-là. Oui, bonjour Angéline, oui, j'espère que tu vas bien. Et Angélique Ngoma, oui, je salue aussi sa petite sœur Liliane qui est toujours à Gondje, je crois bien. Et quelqu'un d'autre que j'oublie mais que je ne vais pas citer tout de suite. Donc. Alors, Mayumba, c'est le village du tourisme parfait. La première fois que je suis arrivé à Mayumba, je me suis dit, mais les Gabonais, ça ne va pas dans la tête. Un coin comme ça, comme tourisme, au bord de l'océan Atlantique. Une plage mais fantastique. On m'a dit que c'est la plus belle plage au Gabon. Hein? Je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit. C'est la plage des plages. Je me roulais sur le sable comme ça. Et quand tu vois les autochtones aller sur l'océan Atlantique avec des petites pirogues comme ça, sur le mouvement des vagues, non mais c'est fantastique. Tout cela, si ça pourrait développer, mais Mayumba pourrait rapporter 2 milliards par an pour le tourisme. Bon. Monsieur Ali Bongo Ndimba, je suis désolé, je ne suis pas gabonais, hein, et je me plais, je n'attends rien. Nous, le ministre du Tourisme. Oh non. Et il y a des projets sur le Mayumba, il y a des projets en cours. Le pont de Mayumba qui vient d'être fait, j'ai beaucoup poussé sur ça. On a posé la première pierre plus de 6 fois, première pierre. Quand j'ai dit à monsieur le président Bongo, mais les gens notent ce que vous faites. On a posé 6 fois la première pierre.
pour le pont de Mayumba. Vous ne trouvez pas que c'est une honte? 6 fois la première pierre pour le Alors, port de Mayumba. alors, finalement, ça a été posé, mais après sa mort. Mais ce qui est réalisé là, c'est tout à fait sa décision. Ça allait être fait dans l'immédiat. Le G6 maintenant. Le G6, c'est le Goué Ivindo. Le Windows en remontant un peu vers l'est. Oui, au nord-est. Nord-est, là. Oui. Le Goué Ivindo, c'est Makoko. Makoko, effectivement. Alors, Makoko, qui est dans cette province-là, vous avez les femmes, les Bakota, Oui, les quotas. les Saké, les Ndambomo, les Pogor, les Famakina, etc. C'est là qu'il y a, à mon sens, le plus grand mélange des communautés culturelles. Vous partez de Boué, la Lara, jusqu'à Mekambo. Là, vous avez des centres Makoko, qui était un centre agricole, très poussé. Batouala, entre Makoko. Batouala, oui. ça me rappelle quelqu'un, René Marant. Oui, c'est ça. Un prix Goncourt, le seul prix Goncourt noir 1921, Batouala. Oui. Est-ce que c'est de votre pays qu'il avait pris le nom? Je ne sais Parce pas. qu'il était en Centrafrique à l'époque. Qui a l'époque. pris le nom de l'autre? Non, parce que là, c'est probablement qu'on a pris son nom, parce que c'était un centre agricole autrefois. J'ai vu Kumba, est-ce que vous avez déjà entendu parler de René Marant? Non, cette génération peut-être un peu vague. Ben, il était prix Goncourt français. C'est le seul prix Goncourt noir en 1921 avec un roman Batouala qui a beaucoup fait jaser en France et qui fait encore jaser aujourd'hui parce qu'il fustigeait les comportements coloniaux en Afrique noire. Tout à fait. Il était noir lui-même, originaire de Martinique. Il est né à Bordeaux. Il a vécu dans votre pays 3 ou 4 ans avant de revenir poursuivre ses études en France. Et à 22 ans, il est affecté comme fonctionnaire colonial en Ubangui-Chari, qui est la Centrafrique aujourd'hui. Et les comportements coloniaux font qu'il se met à écrire Batouala, qui finira prix Goncourt. C'est d'ailleurs le seul aujourd'hui encore. Hein? Oui. Donc René Marant. Donc certainement le nom de Batouala vient de lui. Oui. C'est un centre agricole qui a été très poussé. Il y avait également là une mission catholique. Et ensuite, vous avez Mekambo, c'est là la région du fer, si vous entendez parler du fer de Mekambo, Boka, qui attend d'être exploité. Qui attend, donc ça veut dire il y a tant de richesses au Gabon pas encore exploitées. Mais oui, mais c'est un scandale. Que le prix du pétrole continue à baisser, vous allez voir, on va exploiter autre chose. Non, mais le pétrole, même le pétrole n'est pas fini. Ouais. Le pétrole n'est pas fini, il y a du pétrole à Kango, il y a du pétrole dans le Gouébuno. Il y a du pétrole partout au Gabon. Vous êtes un pays vraiment riche. Hein? On n'a pas. C'est pas notre pays. Je dis aux Gabonais, ce n'est pas à nous. C'est à qui? C'est à tout le monde. C'est l'Afrique centrale. Léon avait eu une bonne idée depuis parce qu'il avait un peu plus de moyens que les autres. Puisqu'il avait été en exil en Centrafrique, il accordait aux étudiants centrafricains, je crois, peut-être 4 par an, il leur accordait une bourse. Le Gabon pourrait faire ça pour d'autres pays qui ont moins de moyens en Afrique. Donc, je considère que les richesses du Gabon n'appartiennent pas seulement aux Gabonais. Mais puisque nous ne savons pas gérer cela pour tout le monde, nous n'arrivons pas à nous en sortir. On tourne en rond. Les esprits sont très fâchés avec ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui au Gabon. Ils sont très fâchés parce qu'ils savent ce qu'on doit faire du Gabon. Wow. Bon. Je ne peux pas être plus précis que ça. Et j'espère que ce passage va passer. La richesse du Gabon n'appartient pas seulement aux Gabonais, mais à d'autres Africains. Parce que nous ne remplissons pas cette mission-là, nos esprits sont très fâchés contre nous. Croyez-moi, sur JMTV+, on dit toujours tout ce qu'il y a à dire. Donc, ce passage passera, je vous le promets, et même ma promesse passera. Merci. Donc, on est dans le Gouévido. C'est là que j'ai commencé mon ministère sacerdotal. Et j'ai commencé, la première idée que j'ai fait passer, c'était de dire, si quelqu'un chante à Bakota que toi tu es femme, l'attitude la plus intelligente que tu puisses avoir, c'est de chanter avec lui dans sa langue. Et qu'est-ce que vous chantiez à l'époque?
j'ai trouvé, on chantait en Bakota. Quand les Bakota chantaient en Bakota, les femmes ne chantaient pas. Quand les femmes chantaient, les Bakota ne chantaient pas. Je leur ai dit, écoutez, vous n'êtes pas dans l'église catholique. Je suis sûr qu'en bon prêtre, vous chantiez avec eux. J'aimerais vous entendre chanter un petit quelque chose. Je composais des chants, donc là, c'est plus de mon âge. Je composais des chants. Un petit truc comme ça. Je suis sûr que les téléspectateurs veulent vous entendre chanter. Ah là là. Damayeba, Damayeba, Damayeba te. Ekoko ya mumazame ya kolome. Damadea, Damayeba, Damayeba te. Ekoko ya mumazame ya kolome. Majonga na muri majonga ne pume ekoko ya mumazame ya kolome. Damayeba, Damayeba, Damayeba te. Ekoko ya mumazame ya kolome. Ça c'est un Bakota. Ah, ça c'est les chants. Ce sont les chants que moi j'ai composés là. Je composais enfant. Dans le bœuf bourguignon, on chante toujours. Je vous enverrai quelques-uns, vous verrez qu'on chante toujours. D'ailleurs, d'ordinaire, je ne reçois que les artistes. Mais parce que vous êtes un personnage très riche, exceptionnellement, nous avons décidé de faire un bœuf bourguignon spécial Père Paul Mbabeson. Ah, merci. Merci. Donc nous sommes dans le Goué-Vindo. Le Goué-Vindo, c'est le fer, c'est le bois. Il y a en relation avec Mikebe aussi, son Mvadi. C'est là qu'il y avait la société qu'on appelait Bethlehem Steel pour l'exploitation du fer. Et puis finalement ça a été retardé. Les Américains sont partis. Puis on est en stand-by jusqu'à maintenant. Il paraîtrait qu'un Camerounais s'est installé dans les histoires de fer, là, Faubert. Oui, il s'est installé, c'est bien, il est chez lui. Moi, je trouve aucun problème à ça. Vous allez avoir des ennuis en disant cela. Hein? Non, mais pas du tout. Je n'ai pas peur de dire. De toute façon, j'ai vu Kumba, c'est la plus camerounaise des Gabonais. Vous savez, je vous ai dit que le Cameroun, c'est mon premier pays où j'étais en exil. Ah bon? C'est mon premier exil, le Cameroun. C'était sous Aïdjo, ça? Sous Aïdjo. Ah. Alors j'avais eu des problèmes justement parce que je prêchais la liberté. Et votre exil se passa dans quelle ville? À quelques kilomètres de Yaoundé, à Nkinzok, la mission catholique de Nkinzok, à une trentaine de kilomètres de Yaoundé. Ah, c'est sûr que c'est dans Yaoundé. Le Yaoundé a tellement grandi aujourd'hui, j'ai mis père, moi. Ah oui, donc j'ai passé 3-4 mois là. Après le Gabon, j'ai fui du Gabon parce qu'on voulait faire la fête, quoi. Donc c'est mon premier pays d'exil. Ensuite, la France. Je devrais avoir, enfin, mais je n'ai pas demandé la nationalité camerounaise, nationalité française. Vous savez quoi? Si tout dépendait de moi, il n'y aurait même pas de nationalité en Afrique centrale. Oui, vous me rejoignez tout à fait. Le premier manquement, première violation des droits de l'homme, c'est les frontières. Créées par les autres. Ah oui. Alors, je vous explique que j'arrive à Accra, je veux aller à Ouagadougou, je monte dans un bus qui traverse tout Accra et qui m'amène à Ouagadougou. Je veux aller à Lomé, je monte dans une petite voiture qui m'amène à Lomé. J'arrive à Johannesburg, je veux aller à Maputo, je monte dans un bus qui passe par Bombay, la Nelstrut et m'amène à Maputo. Mais je ne peux pas partir de Libreville pour Yaoundé, c'est une galère. Non, mais ça a été fait à dessein. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fallait les garder compartimentés justement à cause des richesses parce qu'on n'a pas encore découvert le pétrole du Cameroun, parce que ça l'est déjà. Il y a du pétrole là-bas. Il fallait compartimenter l'Afrique centrale parce que le Cameroun appartenait aux Allemands, c'est le traité de Vienne, le Libreville, etc. D'ailleurs, c'est comme ça que le papa de Charles Ntchoréré va travailler au Cameroun allemand. Oui. Et Charles Ntchoréré, il y rejoindra à l'âge de 15 ans, il travaillera aussi 3 ans avant de revenir s'engager dans l'armée française. Voilà, et sa maman, la mère de Charles Ntchoréré, est enterrée au Cameroun d'ailleurs. Oui. Donc c'est le même pays. Ça, c'est fait à dessein. Donc, bon, prenons ça comme histoire, maintenant c'est à nous-mêmes d'arranger, c'est pas la peine que nous passionnons de temps à pleurer là-dessus. Il faudrait que les responsables politiques réfléchissent à ça.